Élection départementale 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. À nouveau scrutin, nouveau périmètre. Il n'avait pas été modifié depuis leur création en 1789. Les cantons ont été divisés par deux pour ces élections départementales. Les explications dans ce journal. Le cumul des mandats est-il en voie de disparition? Progressivement, le nombre de députés et de sénateurs briguant un mandat de conseiller départemental diminue, alors que la loi sur le non-cumul ne sera effective qu'en 2017. Et puis pour finir, le journal de campagne de Mickaël Zamès. Chaque jour, il nous fait vivre les coulisses de ce scrutin qui se nationalise de plus en plus avec l'engagement de Manuel Valls. Le Premier ministre multiplie les meetings. On en parle dans un instant. Mais avant cela, on part en Meurthe-et-Moselle, un département semi-urbain, semi-rural, qui a placé au cœur de ses préoccupations les politiques en faveur de la jeunesse, avec un soutien appuyé aux associations en charge de l'éducation populaire. Reportage de Quentin Calmet et Mounir Soussi. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une crevette. Au programme ce jour-là, sensibilisation aux questions de l'environnement et de la biodiversité, mais surtout l'occasion de faire une activité collective. On a un monde où on est assez replié sur soi parce que beaucoup d'activités sont données à la maison. Je veux dire, voilà, il y a les tablettes, il y a les jeux. Donc offrir des activités un petit peu simples comme celle-ci, je veux dire, ça n'a rien d'évident. C'est une découverte pour certains enfants. Donc déjà, ça leur apprend déjà à vivre autre chose que quelque chose de connecté. Vivre autre chose, partager des moments en dehors de l'école et encadrés par un projet éducatif. Le département subventionne ainsi une dizaine de contrats avec les communes et les associations. À la clé, un maillage associatif très dense. Depuis une quinzaine d'années, on a développé des actions d'animation pour mettre en place des politiques jeunesse dans les territoires ruraux et périurbains. L'intérêt de ces démarches, c'est de mobiliser un ou deux professionnels qui viennent soutenir les acteurs locaux, les associations, mais aussi les communes, pour mettre en place des actions en direction de la jeunesse. Subventionner ces associations dans leur fonctionnement ou pour des projets spécifiques sur tous les types de territoires du département, comme dans la banlieue de Nancy, toujours avec un même objectif, recréer du lien. Si on arrive à faire rencontrer des publics autour d'actions, ça fait lever les peurs. Ça permet le dialogue. Et ça, je pense qu'on a un travail, je dirais, socio-éducatif très important à mener à ce niveau-là. Véritable enjeu lors du scrutin départemental, conserver ou rogner sur ces subventions aux associations. Nous, on voit les gens qui crient au secours, nous, on voit les gens qui ne sont pas bien, nous, on voit les phénomènes de radicalisation, on les observe tous les jours. Et on est en alerte, mais des fois, on n'est pas entendu. Et maintenant, il est temps que les pouvoirs publics ils comprennent ce que c'est que l'éduc-pop, ce que c'est que la vie associative. S'ils veulent avoir une société demain où les gens sont engagés, les jeunes sont engagés, les adultes sont engagés, qui s'impliquent pour résoudre les problèmes qui se posent, c'est pas en laissant tomber les crédits à ces endroits-là qui vont créer un monde meilleur, entre guillemets. Ces crédits, à l'automne, l'exécutif entendait les réduire. Mais depuis janvier et les attentats de Paris, les responsables politiques semblent redécouvrir les bienfaits d'un tissu associatif dynamique. Mounir Soussi nous a rejoint sur ce plateau. Alors Mounir, vous avez réalisé ce reportage en Meurthe-et-Moselle avec Quentin Calmet. Pourquoi avez-vous choisi ce département? Eh bien, nous l'avons choisi parce que c'est un territoire où il y a des zones rurales assez isolées, mais aussi des zones urbaines denses avec des besoins et des problématiques différentes auxquelles il faut répondre de manière ciblée et notamment sur les politiques à destination de la jeunesse. Alors, ils ont à leur disposition des foyers ruraux et des MJC qui recouvrent tout le territoire et qui accueillent les différents public. Ce dont on s'est aperçu là-bas, c'est qu'il y avait une vraie culture de l'associatif, très ancrée dans le territoire et qui dépend en grande partie de la volonté politique. Donc sur ce domaine, eh bien, les départements, ils ont vraiment de l'importance car ils déterminent les priorités et les moyens à disposition des associations. Et par exemple, en 2014, eh bien, c'est 2 millions d'euros qui ont été dédiés à l'éducation populaire et 500 000 euros attribués à l'action autour de la citoyenneté et du lien social. Alors, pourtant, le problème pour ces départements, c'est qu'avec la baisse des dotations aux collectivités, les crédits aux associations ont été un temps remis en cause. Oui, en octobre dernier, le projet de loi de finances envisageait de rogner sur ces subventions, mais les attentats de Paris, eh bien, ils ont mis en avant cette vaste question du vivre ensemble. Et finalement, eh bien, sur le terrain, ce sont les associations, ces bénévoles qui sont en première ligne sur ces questions, et elles ont un rôle clé. Donc, eh bien, les crédits ils seront maintenus et même augmentés
Dans son plan présenté la semaine dernière sur la mixité, Manuel Valls a débloqué une enveloppe de 100 millions d'euros pour les associations qui interviennent dans les quartiers sensibles. Merci beaucoup Mounir. Alors pourquoi le nombre de cantons a-t-il été diminué de moitié? Est-ce qu'il faut y voir une manœuvre électorale dans ces élections? Élément de réponse avec le mode d'emploi de Saveria Rojek. La grande majorité des 4000 cantons français n'avaient pas été modifiés depuis leur création en 1789. Les seules modifications avaient concerné la division des cantons les plus peuplés. La loi du 17 mai 2013 a réduit le nombre de cantons de moitié, c'est-à-dire de 4000 à 2074. Le nombre total de conseillers reste lui sensiblement le même, de 4035 à 4108. Il y a un principe constitutionnel qui est le principe d'égalité devant le suffrage, qui est relativement simple. Le Conseil constitutionnel, pour les élections législatives, tolère un écart de 20%, et au niveau cantonal, on était à un écart de 1 à 5 et de 1 à 10. Donc il fallait absolument redécouper. Les précédents gouvernements, d'ailleurs issus d'autres majorités, avaient pensé à le faire. Le gouvernement l'a fait, on l'a critiqué, mais en tous les cas, c'était une nécessité. Selon la loi de 2013, le nombre de cantons par département obéit à des règles essentiellement démographiques. Un minimum de 13 cantons pour les départements de plus de 150 000 habitants et de 17 pour ceux de plus de 500 000 habitants est prévu. Mais ce nouveau découpage, ne prenant en compte que des critères démographiques, a eu du mal à convaincre les élus locaux. Beaucoup d'entre eux y ont vu des manœuvres politiques. Vous avez tous les territoires ruraux dont les élus disent 1. C'est un préalable au fait d'accélérer la fermeture de tous les services publics dans notre ex-chef-lieu de canton. Ils vous le disent tous. Et l'expérience des dernières années leur donne plutôt raison. Et 2, comme la plupart sont des élus de droite, puisque les territoires ruraux penchent plutôt à droite, ils vous disent c'est une magouille pour pouvoir favoriser la gauche, parce que les territoires urbains votent moins à droite que les territoires ruraux. Donc les deux questions se recoupent, mais fondamentalement, c'est une querelle qui est une querelle d'identité sociologique. Beaucoup d'élus se sont opposés à ce redécoupage des cantons en déposant des recours. Ils ont également plaidé pour que les élections de 2015 se fassent sur la base de l'ancien scrutin. Mais le gouvernement est resté ferme. Les élections départementales auront bien lieu les 22 et 29 mars prochains. Et pour le journal de campagne, j'accueille Mickaël Zamès. Alors Mickaël, on voit Manuel Valls, Premier ministre, qui s'implique énormément dans cette campagne pour les départementales et il multiplie les meetings. Oui, il nationalise la campagne, c'est pour essayer en tout cas de mobiliser. Exemple, lundi dans l'Oise, demain, après-demain, c'est la Pologne. Bon, on va dire qu'il est exempté. Vendredi, par contre, ce sera dans les Côtes-d'Armor. Et alors, je vous donne le programme de la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est tous les jours. Lundi prochain, il sera chez lui à Évry, dans l'Essonne, un département en danger qui pourrait basculer à droite. Il sera sur l'estrade et on va regarder très près avec un frondeur qui s'appelle Jérôme Gage et la secrétaire nationale des Verts que nous avons reçue un petit peu plus tôt dans la journée sur Public Sénat. Regardez. Les écologistes en Essonne ont fait le choix d'accompagner la majorité sortante. Et donc, celle de Jérôme Gage. Nous avons fait le choix, dans d'autres départements, d'accompagner également la majorité sortante, et y compris d'accompagner des élus communistes ou des élus front de gauche sortants. Donc, je vais vous dire quelque chose. À partir du moment où nous n'avons pas réussi, et c'est un problème, je pense, pour l'ensemble des partis de la gauche et pour les écologistes, on n'a pas réussi à faire dans ces binômes qui sont en fait, ils sont 4 avec les suppléants, à réunir tout le monde. Il fallait aussi assumer que nous ayons des alliances avec le Parti socialiste, avec le front de gauche. Je ne suis pas là pour Manuel Valls. Après, c'est son département. Je savais très bien qu'en Essonne, il viendrait un jour. De même que si je vais en Seine-Saint-Denis, je vais rencontrer Claude Barthelone. Et que si j'allais dans le Nord, je rencontrerai d'autres figures. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà pour la déclaration d'Emmanuel Cos. Et pour finir, Mickaël, on revient vers le Premier ministre. Oui, je vous propose de regarder la semaine prochaine, mercredi. Il sera dans le Nord-Pas-de-Calais, très précisément à Lille. Vous voyez où je veux en venir. On va regarder Martine Aubry, bien évidemment, qui sera accompagné, Manuel Valls, de son ministre Patrick Kanner. Et vous verrez, on ne sait pas encore si Martine Aubry sera présente aux côtés du Premier ministre. Il paraît que les relations sont plutôt fraîches. On va dire ça comme ça. Merci Mickaël. À bientôt pour de nouveaux échos de cette campagne. La loi sur le non-cumul des mandats porte peu à peu ses fruits. Alors que son impact était encore limité lors des élections municipales de mars dernier, elle commence à produire ses effets. Le nombre de parlementaires candidats à ces élections départementales a baissé sensiblement. Marie Brémaud. Cumulard ou pas, en janvier 2014, c'est un bouleversement dans la vie politique française. La loi limitant le cumul des mandats est définitivement adoptée après 7 mois de marathon législatif.
Mais les parlementaires français commencent-ils dès à présent à anticiper son application en mars 2017? Les élections départementales constituent-elles un tour de chauffe? Je pense très sincèrement que dans cette élection, le poids de la loi qui entre en vigueur en 2017 a un impact vraiment minime et jouera sur quelques personnes. Si dans les partis, on ne réalise pas encore son impact, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'Assemblée nationale, actuellement, 101 députés cumulent avec un mandat de conseiller général. Seuls 60 d'entre eux sont candidats pour les prochaines élections. Quant au Sénat, ils sont aujourd'hui 96 à exercer un mandat de conseiller général, 46 en briguent un nouveau. Seuls 3 sénateurs qui n'avaient pas de mandat de conseiller général se présentent à ces élections. En temps ordinaire, à d'autres élections, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous auriez eu 15, 20 sénateurs nouveaux qui auraient été chercher, pêcher un nouveau mandat. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. La limitation du cumul des mandats ne s'appliquera qu'à partir de mars 2017 pour les députés, les sénateurs et les députés européens, et seulement en ce qui concerne les fonctions exécutives, soit la présidence de conseil général ou les vice-présidences. En 2017, les cumulards devront donc faire un choix. À l'occasion du premier renouvellement, effectivement, des assemblées, Assemblée nationale d'abord, c'est-à-dire en principe en juin 2017, et le renouvellement qui vient immédiatement après, c'est-à-dire septembre, pour les sénateurs. À la fin de l'année 2017, plus aucun parlementaire ne pourra donc cumuler. Cela sera peut-être alors l'occasion d'un renouveau de la classe politique. À suivre, la revue de presse quotidienne régionale préparée par Pierre-Henri Gergonne. Bonjour, vous le savez maintenant, ces départementales, c'est d'abord ces fameux binômes. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à ces tandems, sont associés un autre duo de remplaçants cette fois, susceptibles de succéder aux candidats en cas de démission par exemple. Figurez-vous, et c'est la Nouvelle République qui nous l'apprend, que bien souvent, ces remplaçants sont plus connus que les candidats eux-mêmes. Ainsi, de nombreux maires, des figures locales, des responsables politiques viennent en appui, en soutien des candidats moins connus, pour ne pas dire complètement parfois inconnus des électeurs. Ils apportent de la notoriété et l'on reste dans cette élection départementale, dans une élection où les personnalités locales vont peser sur le scrutin. C'est ce qu'affirme dans le journal de Touraine un responsable politique du département. Alors, on l'a déjà dit, on vient de le redire, de nombreux candidats ont encore du chemin à faire en termes de notoriété. Mais au fait, connaissez-vous les actuels élus de votre département? Ce n'est pas moi qui pose la question, mais le quotidien La Montagne qui propose à ses lecteurs une sorte de quiz trombinoscopique, un jeu où vous devez pointer la photographie des élus sans vous tromper évidemment. Si vous habitez l'Allier, allez donc jeter un petit coup d'œil, vous verrez, l'exercice n'est pas facile du tout. Vous connaissez en tout cas certainement la place du Vieux Marché à Rouen, là où Jeanne d'Arc, vous le savez, a subi son terrible supplice. Alors, si vous habitez dans le coin et si vous souhaitez aller voter, le quotidien Paris-Normandie vous conseille de vous procurer une boussole. En cause, ce fameux redécoupage des cantons. Alors, au nord de la place, vous votez pour le premier canton. À l'ouest de la place, vous voterez dans le troisième canton. Un redécoupage, souligne le quotidien rouennais, qui donne un mal de crâne au commun des mortels et alimente évidemment les bisbilles politiques sur les bords de Seine. Et puis, ces élections départementales donnent aussi l'occasion de faire ressurgir de vieux dossiers, comme par exemple le nom du département de la Dordogne, qu'un parlementaire verrait bien affublé de la dénomination Périgord. Le journal Sud-Ouest nous indique en effet que le terme Périgord est associé à la gastronomie et donc beaucoup plus susceptible de faire saliver. Cela dit, les démarches juridiques pour parvenir à un changement de patronyme ne sont qu'un très long chemin de croix. Sud-Ouest nous rappelle que si les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d'Armor, l'Ariège est bien resté l'Ariège, faute de s'appeler l'Ariège-Pyrénées. C'est la fin de ce journal des départementales. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.
Thank you.